Donc ce système, en fait, du coup, comme je vous l'ai expliqué, me permettait d'analyse, et je vais vous montrer ici donc, quelques exemples en fait, de résultats que je peux avoir en fait, grâce à mon bilan. Donc ici, ben, voilà, c'était l'analyse en fait, d'une posture chez un coureur, donc, on va avoir en fait, sur ses formes. Ensuite, on va avoir une analyse en fait, de l'arrière-pied. L'avantage, en fait, tout simplement, du logiciel, c'est qu'il va calculer en fait, des angles, des paramètres en fait, qu'à l'œil nu, c'est un peu difficile en fait, à voir. Donc ici, c'est une analyse en fait, de la marche. Donc, je fais également en fait, de la course à pied, bon, un peu moins souvent, mais je fais essentiellement la marche parce que ce qu'on va rencontrer en course à pied est parfois légèrement similaire, sauf qu'un déséquilibre, généralement en course à pied, ça a accentué en fait, par rapport à ce que je vais voir en fait, la marche. Et donc, du coup, on peut faire également une analyse en fait, de l'arrière, au niveau de l'arche interne, en position jambes tendues et en position où on va mettre tout l'appui au niveau du pied. Je vous montre ici, donc rapidement un peu, voilà comment va se passer en fait un bilan. Donc c'est vrai que le bilan en fait en lui-même, ça me prend quand même pas mal de temps parce qu'un patient, je vais passer minimum 1 heure en fait pour faire ce type de bilan. Entre le bilan, tous les tests que je vais faire, plus les propositions de traitement derrière, donc ça prend beaucoup de temps. Mais tous les paramètres en fait qui vont vraiment ressortir de bilan me servent énormément en fait dans la pratique. J'aimerais bien d'ailleurs pouvoir faire ce type de bilan pour tous mes patients. Et comme vous comprenez bien qu'un bilan, ça prend 1 heure, c'est un petit peu compliqué quand on est en libéral de faire ça en fait pour tout le monde. On peut analyser le dos aussi pendant la course, je fais assez rarement ça. Mais voilà un peu ce que va donner en fait le logiciel, ce qui va me permettre vraiment d'avoir une analyse un peu poussée au niveau des bilans de mes patients. Donc il y a 3 facteurs naturels en fait, au niveau de votre posture en règle générale. Aujourd'hui, les facteurs sont les pieds, les yeux et la mâchoire, mais aujourd'hui je vais essentiellement en fait, me concentrer en fait, sur le pied. Petit rappel anatomique en fait, au niveau du pied. Au niveau de la biomécanique, je vais rester assez simple en fait, aujourd'hui, parce que la biomécanique du pied est quelque chose d'assez complexe, en tout cas pour moi, c'est encore en fait très complexe. Je vais juste limiter en fait la biomécanique du pied à des mouvements simples et à des mouvements dits complexes. Les mouvements simples, petit rappel, hein, comme son nom l'indique, ça reste assez simple. La flexion, extension, la flexion plantaire, la flexion dorsale au niveau du pied, l'adduction et l'abduction, le valgus et le varus au niveau de l'arrière-pied. Ça, sont les 3 mouvements principaux simples au niveau du pied. Ensuite, les mouvements complexes, c'est tout simplement en fait, l'ensemble en fait, de ces mouvements qui vont donner en fait, tout simplement les mouvements d'éversion et d'inversion. Bon, là, j'ai résumé vraiment de manière très simple en fait, ce qui se passe au niveau du pied, mais on sait très bien que ça reste quand même une grande complexité au niveau anatomique et biomécanique. Quand j'explique ça à mes patients, je vais surtout leur expliquer que justement le pied, au final, justement dans la pratique sportive en particulier, il sert surtout d'amortisseur et de propulseur, comme sur une voiture. C'est exactement en fait la même chose. Bien évidemment, il n'y a pas que le pied, il y a d'autres composants en fait qui vont venir aider en fait le corps à s'adapter un peu à tous les terrains. Donc, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont du coup venir irriter en fait cet amortisseur au naturel et au quotidien. Et est-ce que vous savez quelle est la première chose qui vient perturber tout ça? D'autres idées qu'à part la chaussure? Non, c'est juste pour voir si vous dormiez. Hein. C'est bon. Effectivement, ce sont les chaussures. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les chaussures, il y a beaucoup de modèles en fait sur le marché, et si vous faites un petit peu de course à pied, il est parfois très difficile en fait de s'y retrouver. Et le problème de certaines chaussures, c'est qu'ils vont endormir en fait pas mal de capteurs au niveau sensitif. Ils vont également bloquer certaines articulations. Bon, d'ailleurs, on pourra peut-être en discuter. Justement, alors je fais juste un aparté. J'ai encore beaucoup de patients qui font de la randonnée avec des chaussures montantes en fait, qui montent jusque là. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je les interdis à tous mes patients. Donc je dis une bonne chaussure de trail, c'est largement suffisant, mais ils m'expliquent oui, mais ça tient bien la cheville, etc. Oui, mais le problème c'est que justement ça va bloquer d'autres, et c'est ça que je trouve un peu dommageable. Mais bon, après si vous voulez, on pourra en discuter. Mais
J'ai horreur de ce type de chaussures. Ils peuvent également atrophier en fait les muscles du pied si on a des chaussures en fait qui serrent un petit peu haut et justement qui limitent en fait le mouvement. Et ça peut également perturber le bon fonctionnement du système veineux. Donc après une analyse en fait du pied et de la foulée, je pourrais plus ou moins on va dire conseiller un type de chaussures de sport qui conviendrait en fait à mes patients. Donc après je vais surtout me baser en fait, donc, je reviens mais c'est juste les examens que je faisais, donc je vais me baser surtout donc, du coup sur l'arche interne, sur l'analyse en fait de l'arrière-pied et également en fait sur l'analyse en fait de la marche. Donc du coup, quel choix de chaussures dans la jungle des modèles actuellement? C'est pas évident, donc pareil pour ceux en fait qui font la course à pied, c'est pas évident de choisir en fait des modèles en fait de chaussures. Parce que justement, toutes les marques maintenant rivalisent en termes de taille, de forme, de contrôle de pronation, de supination. Donc, et ça devient vraiment très 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 difficile en fait de se décider. Donc du coup, moi, le choix va dépendre énormément de paramètres, comme vous pouvez le deviner. Donc déjà, je vais me baser sur l'analyse complète du patient, le sport qu'il pratique, ces choses-là, etc. Donc je dis voilà, le type de coureur, je reviens à ce que disait Pierre, je vais me baser aussi sur les préférences motrices en fait du coureur. Le type de foulée qu'il va avoir, s'il est plutôt une foulée à avant-pied, arrière-pied ou neutre. Le niveau aussi, ça c'est très important, parce que justement pour quelqu'un qui va par exemple, qui me dit je veux faire grand raid mais je veux être finisher dimanche après-midi, je ne vais pas forcément conseiller le même paire de chaussures à celui qui me dit qu'il va arriver vendredi soir à 23h. Donc du coup, là aussi ça va jouer en fait sur les chaussures. Moi, ce que je vais rajouter en fait, non pardon, excusez-moi, je me trompe de truc, il y a aussi bien évidemment le type de terrain. Donc vous avez bien compris qu'il n'y a pas de réponse standard en fait pour les patients. Donc aujourd'hui en fait quand on me demande en fait quel type de chaussures je vais conseiller à mes patients, c'est très difficile de savoir si je n'ai pas le patient en face de moi. Je peux donner des réponses assez, on va dire, larges. Je peux quand même déconseiller en fait certains modèles. Je vais vous en montrer en fait quelques-uns après, parce que au niveau en fait des chaussures, c'est vrai qu'il y a une évolution, mais aussi parfois je trouve une évolution qui est un petit peu trop extrême. Alors je vous donne déjà un exemple, bon, il y en a peut-être qui courent avec, moi personnellement je n'approche pas trop, mais bon après il y en a qui se sentent bien avec peut-être, mais c'est vrai qu'on va rivaliser en termes de taille, en termes d'épaisseur, etc. Bon là je vous montre encore, ça c'est un modèle qui peut passer. Et par exemple Adidas a sorti ce modèle. En trail, c'est un petit peu compliqué, je pense. Ça, c'est que des modèles qui sont commercialisés. Hein. Donc voilà. Ne me demandez pas à quoi ça sert, justement, dans quel sport c'est utilisé. Il y a peut-être quelqu'un qui a la réponse. Mais... Voilà. Vous avez ce type de modèle-là. Reebok a fait un modèle tout-terrain. Donc, pareil, je ne comprends pas le concept ni l'intérêt en fait, de ce modèle de chaussures, mais je n'ai pas été voir jusqu'au bout de l'explication pour voir comment ils pouvaient justifier ces types de chaussures. Après, on a ça au niveau amorti, en fait, qui est assez sympathique aussi. Donc, oui, c'est très beau aussi. Donc, c'est presque ça. Donc voilà, et après on va passer de ça, et puis on a des gens qui vont courir avec ça. Donc, on en voit aussi. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, par contre, de courir avec ça. Je dis juste que c'est quelque chose d'extrême, entre guillemets. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais forcément conseiller à tous mes patients. Pour quelqu'un qui a l'habitude de, je sais pas, éventuellement de marcher pieds nus et d'être toujours en fait en chaussures minimalistes avec un groupe zéro, pourquoi pas, ça peut peut-être essayer sur une diagonale, je crois pas. Alors après, moi personnellement, j'ai déjà fait une course il y a quelques années aux États-Unis, c'était un format de 55 km, et j'ai fait la moitié de la course avec un gars qui courait avec ça. Donc, et il avait l'air de très bien débrouiller quand même. Donc, il m'a battu. Il m'a battu en plus. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai du coup réalisé en fait donc, du coup, le bilan en fait du patient, et je vais pouvoir commencer du coup à mettre mon traitement en place en fonction de ce que j'ai. Alors le traitement ça peut être très large. Donc en fait comme il y a encore peut-être des médecins dans la salle. Souvent, je demande à mon médecin de consulter en fait, le médecin traitant, donc je dis ça juste pour les patients, les médecins qui sont dans la salle, mais généralement je ne le fais jamais. Non, je le fais, non, sérieusement, je le fais vraiment si ça nécessite. Si je vois quelque chose en fait pour le patient, parce que généralement quand les patients viennent me voir, ils ont déjà en fait une ordonnance de kiné, et donc on enchaîne en fait directement avec le traitement. Si après derrière je vois qu'il y a quelque chose, j'ai repéré dans le bilan qui mériterait justement d'aller revoir le médecin traitant, bien évidemment. Moi, je suis le médecin traitant.
Ensuite, donc du coup, tout simplement la kinésithérapie, et puis toute la batterie en fait de choses qu'on pouvait faire en kiné. Je renvoie beaucoup en fait chez l'ostéopathe ou en thérapie manuelle parce que parfois il y a certains blocages articulaires qui justement méritent d'être libérés en fait par l'ostéopathie. Plus d'autres conseils, chaussures, nutrition. Et c'est vrai que à force de côtoyer, de faire du travail, de côtoyer des sportifs, on est obligé, même à un moment donné, de s'intéresser un petit peu à tout ça, c'est-à-dire les chaussures, la nutrition. Je suis vraiment très mauvais en nutrition, mais j'essaye quand même de donner en fait des petits conseils en fait aux patients. Donc voilà. Après, moi, ce que je vais avoir en plus dans mon cabinet, justement, par rapport à mes formations, c'est justement la rééducation par semelle active, je vais vous expliquer de ça juste après, et à l'orthokinésie qui peut se résumer par la thérapie par le mouvement. Donc parmi les outils, donc, je vous parlais de la semelle active qui a été mis au point par le laboratoire qui s'appelle Orthès. Donc moi je travaille directement en collaboration avec ce laboratoire. C'est eux d'ailleurs qui nous forment en fait pour faire les bilans en fait avec la clinique OPS. La semelle en fait va ressembler à ceci et va permettre de permettre un soutien actif en fait au niveau du pied. Donc voilà, bon, là je vais vous montrer, voilà, donc ce que j'ai expliqué. Donc il procure une mobilité contrôlée au niveau de la tibia tertienne grâce à son élasticité. Il va également guider l'articulation talocrânale tout au long en fait de son mouvement. Ce type de semelle, je vais l'utiliser directement en rééducation en fait à mon cabinet. J'ai déjà des semelles en fait qui sont prêtes et justement je vais tester même rééduquer les patients avec ça. Et puis il y a certains patients qui eux passent le pas et qui vont même en fait du coup commander en fait ce type de semelle en fait pour leur pratique en fait quotidienne. Voilà comment la vidéo ça se lance tout seul ou je rapide. Ah magnifique. Donc voilà, c'est juste pour une petite vidéo pour expliquer voilà en fait grossièrement en fait comment ça se passe et expliquer comment ça soutient en fait un petit peu au niveau du pied. Bon, je sais qu'il y a au moins un podologue dans la salle, donc pour en discuter après, si vous voulez, ça c'est pas un souci. Je précise quand même que la semelle est conçue en laboratoire par un podologue directement. Donc 5 petites minutes. 5 petites minutes, magnifique. Donc pour réaliser en fait ces semelles, je fais une prise d'empreinte en fait, directement et avec toute l'analyse qui a été faite à mon cabinet, en fait c'est le laboratoire, parce que tout le cabinet, le laboratoire en métropole a toutes les vidéos en fait, du bilan en fait, que j'ai fait, et donc du coup ils peuvent du coup faire une semelle sur mesure aux patients. Voilà globalement en fait, dans quelques détails, comment en fait est fabriquée la semelle. Ensuite, il y a l'orthokinésie. L'orthokinésie, en fait, c'est une thérapie proprioceptive qui est fondée sur la manipulation du corps dans son état naturel et de tension posturo-dynamique. C'est-à-dire tout simplement soigner par le mouvement. C'est une technique, en fait, où on va agir tout simplement au niveau de tout ce qui est réflexe, que ce soit au niveau de la peau, au niveau cutané, au niveau articulaire, au niveau musculaire. Donc la manipulation, c'est un geste assez précis et assez rapide, donc du coup sur les tissus, sans danger parce qu'il n'y a aucune manipulation en fait vertébrale, en station debout et dynamique, ça peut se faire aussi assis, mais ce qui est important c'est qu'on est toujours en dynamique. La manipulation englobe, oui, tout le corps, les pieds, la tête, etc. Donc voilà. Le but, voilà, c'est ce que j'expliquais, donc a pour but de stimuler en fait tous les récepteurs kinesthésiques cutanés pour apporter justement une modification en fait tissulaire. Donc voilà un peu ce que ça peut donner par exemple sur un patient en fait qui vient avec une cervicalgie. Donc on va en fait créer une rotation lui-même en fait au niveau de la tête et on va venir travailler directement en fait sur le trapèze. Donc là il le fait en position assise parce que c'est plus facile, mais on peut le faire également soit en position debout et on peut même faire simuler en fait une marche du patient et travailler directement en fait sur différentes chaînes musculaires. Parce que c'est souvent ça, on va suivre en fait différentes chaînes musculaires. On prend l'exemple par exemple du TFL, on va justement en fait aller travailler sur toute cette chaîne musculaire latérale pour essayer de relâcher un peu certaines tensions. C'est vraiment une technique que je vais faire en plus de ce que je fais, je ne fais pas que ça. Mais c'est vrai qu'en première intention, c'est des manipulations qui permettent justement, sans être trop violent on va dire avec le patient, ce qui permet déjà, on va dire, ça dégrossir un peu en fait différentes douleurs que peut en fait avoir en fait le patient. Donc l'avantage, c'est que justement, on va avoir une augmentation de la circulation locale. On va avoir en fait un effet antalgique par la libération en fait d'endorphines. Également une libération de certaines adhérences et donc du coup de la mobilité en fait tissulaire et une stimulation progressive cutanée et des tissus profonds. Dans ma rééducation, je peux également en fait utiliser les sangles qui vont me permettre de faire travailler en fait plus ou moins telle ou telle chaîne musculaire.
Donc je peux en fait stimuler une chaîne musculaire comme je peux venir relâcher en fait une chaîne musculaire, mais aussi en fonction du patient. Je vais vous passer ça comme ça, sinon ça va durer un petit peu trop longtemps. Et je voulais encore vous parler de ça, c'est-à-dire que quand j'explique à mes patients qu'il faut bien se préparer et prendre le temps justement de se préparer, c'est justement pour vivre des moments comme ça. Pour moi-même en fait l'avoir vécu, c'est vrai que ça reste en fait des moments justement d'accomplissement, le fait en fait de toute l'année en fait se préparer pour une course comme ça et arriver en fait sur cette ligne d'arrivée, là encore je trouve que c'est magnifique quand on arrive à deux, c'est vraiment un sentiment qui est indescriptible, autant en fait pour les gens de l'élite que pour tous les coureurs en fait qui participent à ces courses, quel que soit en fait votre niveau, quel que soit en fait voilà votre niveau en fait j'allais dire, ça reste toujours des moments assez extraordinaires de pouvoir en fait finir en fait une course comme ça. Donc c'est le dernier du Grand Raid de l'année dernière, je pense, c'est ça. Voilà. Voilà dans quel état il a terminé, mais il a fini. Il a fini. Donc ouais, je trouve que ça reste quand même de très beaux moments. Voilà, merci pour votre attention.